Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, une stratégie nationale pour prendre en charge, faire connaître et diagnostiquer l'endométriose. Elle a été annoncée en janvier 2022 par Emmanuel Macron. On reparle aujourd'hui de cette maladie qui touche 2 millions de femmes à l'occasion de la sortie d'un roman de Ludivine Delaune. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Mourette. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité muséale, programme d'histoire et de lettres. Le musée du Quai Branly consacre en effet une très belle exposition à Léopold de Sédar-Senghor. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, sortie cinéma, c'est logique, on est mercredi, avec ce film d'animation que Brandon a adoré, Linda veut du poulet. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel, c'est la chronique conseil de famille. On va parler parentalité, la quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Victoire est un exutoire, la part de moi qui pense qu'il serait moins difficile, moins épuisant de simplement baisser les bras et rendre les armes face à l'endométriose. Ludivine Delaune, bonjour. Bonjour. Je viens de citer un tout petit extrait de votre roman, Quelque part au-dessus du ciel. Il vient de sortir, c'est aux éditions de l'Archipel. Et Victoire, c'est le personnage principal et quasiment tout du long la narratrice de Quelque part au-dessus du ciel, le roman que vous publiez en cette rentrée. Pourquoi avoir choisi d'ailleurs la fiction pour parler de l'endométriose ? Parce que je pense qu'à travers un personnage, plutôt qu'une autobiographie, les femmes peuvent plus se reconnaître. Et je ne me sentais pas forcément légitime de parler de ma vie dans un roman. On verra après qu'il y a quand même beaucoup de votre vie dans ce roman-là, mais heureusement pas toute votre vie. Oui. Heureusement pour vous d'ailleurs. L'endométriose, c'est pas la trame narrative, hein, c'est un roman d'amour. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Et c'est aussi une façon de dire que cette maladie, elle atteint en tant que femme. Oui. Parce que c'est toutes les dimensions de la vie amoureuse, du rapport au corps, de la séduction, de qui je suis. Voilà, c'est exactement ça. Il faut savoir que les maladies invisibles, on se sent très isolé. Quand on les vit au quotidien, on se sent jugé, on se sent seul et même perdu. Et j'avais besoin justement de parler de cette maladie à travers Victoire, parce qu'effectivement, ça touche toutes les sphères de la vie, que ce soit familiale, personnelle, même au travail. Donc pour moi, c'était vraiment très important de parler de ça à travers Victoire. On rappelle ce qu'est l'endométriose, une maladie hormonodépendante et inflammatoire, et vous l'avez dit, et c'est un point essentiel, maladie chronique. Maladie chronique, exactement, qui peut toucher pas que l'utérus. Dans mon cas et dans celui de Victoire, j'ai 4 organes de toucher. Donc voilà, il faut savoir que ça traverse les parois et ça se loge dans d'autres organes aussi. Maladie, on y reviendra, hein, qui est encore assez méconnue parce qu'on l'a découverte, on l'a découverte il y a fort longtemps, mais on ne l'a nommée qu'assez récemment. En tant que mère, j'insiste là-dessus, mais parce que c'est un point très important dans le discours de Victoire, la moitié des cas d'infertilité féminine seraient dus à cette affection. Oui. Exactement. Ça cause l'infertilité, cette maladie, en plus de douleurs et d'autres choses aussi. Dont on va reparler. Tu appelles ça vivante, dit Victoire. Hein, alors que je ne pourrais jamais donner la vie, la créer, mettre au monde un bébé et exister normalement. Je n'en veux pas de cette vie pourrie, de cette épée de Damoclès, de cette maladie. Il y a cet impact physique, les douleurs absolument intolérables que vous décrivez. Oui, et pour le coup, ce sont mes propres douleurs que j'ai ressenties. Il faut savoir que cette maladie est assez pudique. On n'en parle pas parce que ça touche l'intimité des femmes, ça touche l'intérieur de notre corps et c'est vrai que pour moi c'est tabou les maladies invisibles et ça ne devrait pas l'être. C'est tabou, si bien qu'avec le secret qui règne autour, et on va y revenir là aussi parce que c'est très important pour Victoire, ça l'est pour vous, on l'aura bien compris, un impact psychologique considérable et espèce de nuage de dépression qui guette en permanence. Exactement. En fait, les maladies invisibles, donc l'endométriose aussi, ça crée des fois des dépressions parce qu'on se sent seul, on se sent isolé. La douleur à vivre au quotidien est quand même assez compliquée. De pouvoir gérer les deux, de porter une armure en permanence pour faire comme si tout allait bien. Parce que dans notre société, on veut le sourire, la bonne humeur, la positivité. Mais derrière ça aussi, il y a de la souffrance. Donc de la dépression, des phases de déprime. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Voilà, oui, ça ne va pas. Oui, j'ai besoin d'aide, mais c'est OK avec ça. Victoire qui a un petit peu de mal à dire tout ça, mais ça, c'est un des enjeux du roman. La tentation pour Victoire d'en finir, détruire la douleur par un acte irréversible. Oui, alors ça, c'est vraiment un point très important parce que des fois, on a envie de lâcher prise. Il m'est arrivé de me dire ça serait plus simple si tout s'arrêtait. C'est une fraction de seconde, c'est une pensée qui s'envole après, puisque j'ai la chance d'avoir mes enfants, un noyau, etc., comme Victoire, et comme je l'espère, toutes les femmes qui sont touchées par une maladie invisible. Mais effectivement, cette pensée
traverse l'esprit quand on vit toutes ces douleurs au quotidien. Et elle revient. Je vous cite Éric Petit, c'est un radiologue, il est responsable du centre d'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. J'ai lu cette citation dans un article de Nathalie Braffman dans Le Monde. Dans cette maladie, on ne peut pas se contenter de traiter seulement avec une pilule, il faut une prise en charge pluridisciplinaire avec des médecins spécialistes de la douleur, de l'ostéopathie, de la kinésithérapie, des psychologues, des sexologues. C'est une maladie totale. C'est une maladie totale qui englobe vraiment tous les corps de métier dans le domaine médical. Moi, j'ai aussi une gastro-entérologue. C'est grâce à elle qu'on a découvert que j'étais atteinte d'endométriose d'ailleurs. Donc en fait, c'est vraiment tous les corps de métier ensemble qui peuvent réussir à faire qu'on vive mieux avec cette maladie. Et on va en parler, y compris de vous-même, de la façon dont vous avez rencontré votre propre maladie. Je précise quand même, parce que ça peut sembler très dépressiogène tout ça, que quelque part au-dessus du ciel, c'est aussi un roman où on se marre. C'est un roman un peu olé olé par endroits, n'est-ce pas, hein? Grâce à Luce, la meilleure amie, qui a pas sa langue dans sa poche. Mais c'est ça, voilà. Et personnellement, dans ma vie, j'ai une amie comme ça aussi, avec qui je peux tout partager. Et tout pardonner. Exactement. Parce qu'avec lui, c'est ça qui se passe. Comme une femme sur 10 en âge de procréer, ça fait près de 2 millions de femmes en France. Elles sont environ 200 millions dans le monde, selon l'OMS. Claire souffre, Victoire souffre d'endométriose. Victoire dans le livre, et vous-même, Ludivine, et vous en témoignez. On retrouve Ludivine juste après l'anti-sèche pour Brandon Moirette. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. En cette journée, à l'occasion d'une grande exposition consacrée à Léopold Sédar Senghor au musée du quai Branly-Jacques Chirac, vous avez décidé de revenir sur l'histoire de ce grand homme, et on va croiser évidemment les programmes d'histoire et de littérature. Effectivement. Avec Sédar Senghor. Effectivement, poète, écrivain, homme d'État, enseignant. C'est difficile de résumer Léopold Sédar Senghor en une seule fonction. Alors, il est né le 9 octobre 1906 à l'ouest du Sénégal, dans la petite ville de Joal, l'une des colonies à l'époque, le Sénégal, de l'Afrique occidentale française. À l'école, Sédar Senghor est un élève extrêmement doué. Il entre au lycée de Dakar. Alors, à l'époque où quand même beaucoup d'élèves arrêtent largement avant le baccalauréat au Sénégal, il est extrêmement doué, et tellement doué que ses professeurs lui disent quand même qu'il faut plutôt faire ses études en métropole qu'au Sénégal. Il débarque à Paris en 1928. Il entre au très prestigieux lycée Louis le Grand, évidemment, où sont passés les personnages. Un ami notamment. Un ami qui n'est pas n'importe qui. C'est le futur président de la République, Georges Pompidou. Ouais. Ils partagent une passion en commun, l'écriture évidemment, la littérature, la poésie, et ils ont aussi un objectif commun, ces deux amis. Ils veulent faire une thèse et entrer comme professeur au Collège de France. Ils ont déjà une ambition bien écrite. La politique, rien du tout. À l'époque, c'est pas ça le projet. Donc leur suite, c'est les études de lettres, devenir enseignant, et ça fonctionne très bien pour Sédar Senghor. Ça fonctionne parfaitement. Il valide sa licence à la Sorbonne, sa licence de lettres en 1931, et 4 ans plus tard, il devient le premier Africain à réussir le concours de l'agrégation de grammaire. Comme prévu, il devient professeur de lettres classiques et continuera à enseigner, professeur au lycée Descartes à Tours ou encore au lycée Saint-Maur-des-Fossés. Bref, une carrière d'enseignant. La politique va rapidement taper à sa porte. Il fait des recherches à Dakar sur sa thèse et on lui propose d'être tête de liste socialiste pour le Sénégal comme député. Ce qui n'est pas sympa pour Pompidou, parce que c'était pas le même bord. Enfin, effectivement, il était jeune encore à l'époque. En 1945, il est élu député et il y restera quand même jusqu'en 1960. Imaginez quand même. Alors à l'époque, c'était le premier africain, le premier noir dans son lycée. Là, c'est pareil, c'est aussi le premier noir à l'Assemblée nationale. À une époque où quand même le Sénégal a le droit d'être représenté enfin à partir de 1945. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il va rapidement gravir tous les échelons, évidemment, d'une carrière politique classique. Il est secrétaire d'État du gouvernement Edgar Faure en 1955, ministre conseiller de Michel Debré, sous le président du général de Gaulle. Oui, effectivement, on change à ce moment-là. On gravite un peu. Vous savez, un homme politique, c'est souvent comme ça. Hein. Ouais, c'est pas, non, comment il disait, c'est pas la girouette qui change de côté, de sens, c'est le vent. C'était Edgar Faure, je crois, auteur de célèbres aphorismes. Pour ce qui est du Sénégal, Sédar Senghor avait déjà commencé par fonder son propre parti en 1948, le Bloc populaire sénégalais. Il se sert de sa notoriété en métropole pour aller au bout de son objectif. Oui, il avait accepté d'être député. Il avait aussi rapidement annoncé la couleur. Mon but est l'indépendance du Sénégal. Il est le premier politique de l'Afrique francophone à demander l'indépendance
l'indépendance de son pays. Et une chose rare aussi, ça s'est fait en douceur. Le 20 décembre 1960, le Sénégal accède enfin à l'indépendance et Léopold Sédar Senghor devient le premier président. Il est tellement charismatique qu'il y restera pendant 5 mandats jusqu'en 1980. C'est lui-même qu'il démissionne avant la fin de son 5e mandat. Il laisse la place à son Premier ministre. Bon, après, il revient un peu à l'écriture, il redevient enseignant. En 1983, il entre à l'Académie française. C'est le premier, évidemment, africain à y rentrer. Fauteuil numéro 16 jusqu'à sa mort à l'âge de 95 ans en 2001. Et qui lui succède, symboliquement, un ancien président de la République, c'est Valéry Giscard d'Estaing, également jusqu'à sa mort. Au moment de sa disparition, le 20 décembre 2001, il est mort à Verzon, dans le Calvados, en Normandie. On a en 2001 le président Jacques Chirac qui prononce un discours, évidemment, qui était très proche de Léopold Sédar Senghor. Il dit: la poésie a perdu un maître, le Sénégal un homme d'État, l'Afrique un visionnaire et la France un ami. Bon, on parle d'amis, mais quand même il y a une polémique extrêmement forte à l'époque au Sénégal. Ces obsèques ont eu lieu le 29 décembre 2001. Ni le président de la République en exercice, Jacques Chirac, ni son Premier ministre, Lionel Jospin, seront présents. Ça fait une polémique et on a Éric Orsena d'ailleurs qui écrira dans Le Monde: j'ai honte à quel point évidemment il avait marqué l'histoire de France. Alors si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur direction du musée, oui, très belle exposition. Il y a énormément de choses, des documents d'archives, d'époque, des photos, des affiches, des dessins. On en apprend énormément sur l'homme, mais aussi sur la politique aussi culturelle du Sénégal, notamment au lendemain de son indépendance, avec des œuvres d'art, de nombreuses réalisations. C'est bien pour les passionnés d'histoire, mais aussi pour les petits. C'est vraiment très didactique, très pédagogique. Et donc voilà, pour en apprendre sur cet homme, c'est magnifique. On vous conseille cette exposition. Vous aviez prévu de nous dire au revoir et à demain en Wolof. Oui. Oui. Je suis super déçu, moi. Attendez, j'attendais la transition. Mais non, il n'y en avait pas. On a Léopold Sédar Senghor qui adorait dire Ba Suba Akjam. Ça veut dire quoi en Wolof? Ça veut dire au revoir et à demain dans la paix. C'est ce qu'il disait régulièrement. Dans la paix. Lorsqu'il rencontrait un chef d'État étranger. Dont on a bien besoin en ce moment, et cette très belle exposition au musée du Quai Branly, c'est jusqu'au 19 novembre. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Avec un film Grand Oral, Ludivine Delaune. Des coups de poignard dans le ventre, c'est une des images qui revient le plus souvent quand on lit des témoignages de femmes atteintes d'endométriose. L'image est aussi récurrente dans Quelque part au-dessus du ciel, douleur bien réelle dans la vraie vie et douleur qui scande la vie fictive de Victoire, qui est le double romanesque de Ludivine Delaune. Quelque part au-dessus du ciel. Je vais crever, j'y pense en me tordant de douleur, en étant convaincu que ce supplice aura raison de moi. Impossible de me redresser, de marcher, de respirer, de crier, ni même de parler. Je suis emmuré avec l'unique présence du mal qui ronge mes organes. Je ne vais pas lire tout l'extrait. Il y a plusieurs passages, ce n'est pas tout le temps dans le livre, bien évidemment. En revanche, dans le livre comme dans la vraie vie, j'allais dire, ça peut venir à tout moment. Et j'allais dire pour n'importe quoi, à la fois sans raison, mais aussi amené par des émotions qui peuvent être des émotions contraires. Ça peut aussi bien être une bonne nouvelle qu'un stress massif. Exactement, parce que cette maladie fait écho à notre état d'esprit. Entre autres, parce que forcément, ce n'est pas notre esprit qui va jouer sur la maladie. Mais effectivement, il m'est arrivé d'avoir une crise comme ça sans prévenir, où je me suis mise au sol parce que mes jambes ne pouvaient plus me tenir, etc. Ce sont des passants qui m'ont secourue. Et en fait, on se sent vraiment dépendante. Ouais. Vous avez été diagnostiquée à quel âge alors? Vous le disiez, c'était par une gastro-entérologue. Oui, alors j'ai été suivie pour le côlon. Parce que je suis atteinte au côlon. On pensait que c'était lié à ma colopathie fonctionnelle. Donc voilà, ce qui arrive souvent dans le cas de l'endométriose, il y a des soucis. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'ai mes jumelles. Environ. J'ai 26-27 ans. D'accord, donc c'est très tardif. C'est très tardif, oui. C'est très tardif, parce que souvent ça se déclenche à l'adolescence. Oui, les douleurs, mais on ne les identifie pas bien. Mais non, parce que j'avais des règles très douloureuses à l'époque. Et comme beaucoup, vous avez cru que c'était les règles. C'est ça. J'ai plus mal que les autres, mais après tout, la douleur, on ne sait jamais. Oui, c'est ça. Et puis voilà, c'est parce qu'on a nos règles. On ne va pas se plaindre parce que ça arrive une fois par mois. C'est comme ça, il faut faire avec. Et j'ai fait avec. Donc ça dure pendant 10 ans ou 12 ans. Ça dure très longtemps. Oui, c'est ça. Ça dure 10 ans. Plus de 10 ans, à tel point que j'arrive même pas à me lever quand je suis en crise, etc. Mais pas que en période de règles. C'est-à-dire que la maladie, elle évolue. C'est ça. La maladie ne stagne pas. La maladie ne disparaît pas. Elle évolue. Et donc, il y a une sorte de ce qu'on retrouve très souvent dans les récits d'errance diagnostique. Enfin, tout un moment. C'est exactement ça. Ouais. On est perdu vis-à-vis des diagnostics. Donc moi, c'est grâce à ma gastro-entérologue qui m'a dit non, c'est pas normal que ça provoque de telles crises, parce que j'ai été hospitalisée. Elle m'a dit on va voir une IRM, voir ce qui se passe dedans. Et en fait, c'est grâce à l'IRM qu'on peut découvrir l'adénomiose et voir un petit peu l'ampleur. Donc moi, c'est lors de cette IRM qui a duré 45 minutes.
qu'on m'a annoncé le verdict juste après. Et quand on me l'a annoncé, en même temps, je me suis effondrée parce que je me suis dit, ce n'est pas dans ta tête, Ludivine, tu as vraiment quelque chose, tu es malade. Et c'est comme si, en fait... Tu es soulagée aussi, alors? J'étais soulagée, en fait. Ouais. Même si ce mot m'a fait très peur, même si les suites m'ont fait très peur que les douleurs ne disparaissent pas, liées à l'annonce du verdict, je me suis sentie soulagée parce que je me suis dit non, tu n'es pas folle, Ludivine, tu ressens vraiment des douleurs comme ça. Alors que pour Victoire, ça ne se passe pas exactement comme ça. Hein. Quand la radiologue lui dit pour la première fois l'hémo-endométriose profonde et antérieure, elle dit « J'ai cru naïvement qu'il s'agissait d'une pathologie bénigne capable de disparaître avec un bon traitement et une volonté de faire. » Oui, exactement. Mais vous aussi quand même, Alors, en même temps, il y a ça? Oui, moi j'ai pensé que je pourrais en guérir. Que maintenant qu'on sait que c'est une maladie, il y aura un médoc et hop. Voilà, c'est ça. En fait, j'avais déjà et ça, mauvaise pioche, la parce pilule. qu'il n'y a pas de traitement en fait. Il n'y a pas de traitement. Ouais. Il n'y a pas de traitement curatif. Il y a des trucs pour soulager, mais il n'y a pas de traitement curatif. Ça soulage. J'ai été mis en ménopause artificielle, donc toutes les hormones en gel, tout ce qui va avec, etc. Donc il y a un dérèglement aussi au niveau du corps et au niveau du moral. Donc ce qui se couple à ça, c'est souvent un traitement antidépresseur, des thérapies, des rendez-vous chez le kiné, l'ostéopathe. Vraiment, c'est un travail d'équipe. Et une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes, on se sent vraiment soulagé et écouté. J'en parle de ce traitement parce qu'il y a tout ce temps d'errance diagnostique, difficulté à dire ben voilà, il y a une maladie, et ensuite tout le temps pour trouver le traitement. Je cite de nouveau Éric Petit de Saint-Joseph, l'hôpital Saint-Joseph à Paris, toujours dans le même article, qui dit en moyenne on change 2 à 3 fois de pilule avant de trouver la bonne. En moyenne, donc ça veut dire que parfois c'est beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus. Ouais. En plus, chaque corps réagit différemment au traitement. Donc en fait, on va tester en fonction de ce qui nous correspond le mieux. Donc moi, avec certains traitements, j'ai pris 10 kilos, 15 kilos, je n'avais plus d'énergie. Un contrario avec un autre traitement, j'avais des boutons partout, une pilosité exacerbée, des sautes d'humeur. Et là, effectivement, on a trouvé un traitement qui me correspond bien, mais je sais très bien qu'il va falloir que je passe par la case où on va m'enlever l'utérus, les trompes et les ovaires. En fait, on va s'attaquer au cœur du problème. Ouais. Ouais. Ça ne guérira pas les autres organes, mais ça ne pourra pas s'aggraver. Victoire, elle parle d'arrêter ce traitement qui est extrêmement lourd, qui est extrêmement contraignant. Tant pis, dit-elle, je mourrais de ne pas avoir pu vivre la vie que je voulais. Donc on retrouve quand même, là encore, ce nuage permanent de la dépression. C'est une pathologie, l'endométriose, ai-je découvert, qui est décrite depuis l'Antiquité, mais il a fallu attendre 1927 pour qu'un médecin, un gynécologue américain, John Sampson, lui donne un nom à cette affection. On se retrouve juste après la récré? Très bien. On fait des récrés ici. Oui, j'aime bien les récrés. J'aime bien les récrés? Ah bah ça tombe bien, puis en plus avec Brandon. Bonjour Brandon. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous nous emmenez au cinéma. On est mercredi avec la sortie d'un film d'animation, Linda veut du poulet. Oui, réalisation franco-italienne, Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Linda veut du poulet. Alors c'est l'histoire d'une petite Linda qui jusque-là, on aurait suivi. Pour l'instant, ça va. Elle est traumatisée depuis la mort de son papa à l'âge d'1 an. Elle vit seule avec sa mère Paulette, qui l'accuse injustement un jour d'avoir volé une bague. Pour se faire pardonner, elle accepte à la demande de sa fille de lui cuisiner un poulet au poivron. Bon, jusque-là, tout à fait normal, sauf qu'en fait, c'est le plat préféré du papa défunt, du mari défunt. Donc, elle va cuisiner ce poulet. Le problème, c'est qu'elle va chercher un poulet, mais tous les magasins, tous les restaurants sont fermés, grève générale. Alors, elle décide d'aller chercher Linda et sa maman le poulet à la source, dans une ferme. À la ferme. Ah ouais, évidemment. Et là, on a évidemment beaucoup de problèmes, une série d'événements rocambolesques qui vont s'enchaîner. Bonne annonce. Venez-vous les enfants, demain c'est grève, hein? T'es une voleuse, Linda, et une menteuse. J'ai été très injuste, pardon, Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux. C'est du poulet que je voudrais, avec des poivrons. Du poulet au poivron? Il pollo con il pepperoni. Ah, c'est pas vrai, j'avais oublié. On peut pas acheter de poulet aujourd'hui? On va lui trouver son poulet. Allez, fonce! Allô? Ah, c'est vous, chef. Oui, tout ben. L'épopée d'une mère et d'une fille éloignées par le deuil, elles vont se rapprocher quand même, rassurez-nous. Oui, effectivement, bien sûr, elles vont se rapprocher. Et ce film absolument magnifique. Vous avez adoré. Eh oui, non, mais surtout qu'il est extrêmement pointilleux, c'est bien fait, c'est drôle, il y a de la forme, il y a du fond. Et il a reçu récemment, au mois de juin dernier, le très prestigieux Cristal du meilleur film d'animation au Festival du film d'animation international d'Annecy. Imaginez quand même, on parle que de ce film. Juste avant, il avait reçu aussi, il avait été présenté en cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes pour le film
film indépendant. Donc on parlait beaucoup de lui, ça vient de sortir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression de retrouver un peu du Jacques Tati, du Benny Hill dans le film, un peu de Playtime. Donc c'est assez intéressant. Vous avez vu dans la bande-annonce, on a aussi ce trait noir pour ces personnages. Absolument, et des personnages. Oui, chaque personnage a une couleur. On a le rose pour la tante, on a Paulette en orange ou encore Linda en jaune. Ça, c'est extrêmement réfléchi dès le départ. En réalité, en fait, on parle du poulet au poivron, mais c'est vraiment un prétexte aussi pour parler de la solidarité, du deuil aussi, comment accompagner un enfant qui a perdu son papa ou une femme qui a perdu son mari. Voilà, on vous conseille fortement d'aller déguster ce poulet au cinéma. Ça vient de sortir du four. À point. Oh là là c'est parfait. là, quel Allez-y. talent. Non, bah alors quand Brandon vous fait des trucs comme ça, c'est qu'il a vraiment envie que vous y alliez. Non, il est Merci magnifique, beaucoup, allez-y. Brandon. Fin de la récré, on retrouve Ludivine Delaune. Invisible, renfermé, solitaire, voilà les 3 adjectifs qui me caractérisent le mieux désormais. Moins on me voit, plus je me vois. C'est Victoire qui parle, là encore, dans Quelque part au-dessus du ciel de Ludivine Delaune, qui vient de sortir à l'Archipel. Un des ressorts du roman, mais c'est surtout le quotidien bien réel des malades, c'est ce côté maladie invisible. Et elle dit à un autre moment, en réalité, c'est de solitude que je crève, d'incompréhension du corps médical, des regards condescendants de mes interlocuteurs quand j'emploie le mot endométriose profonde et antérieure. C'est tout ce qu'apporte une maladie invisible, les jugements, l'isolement, l'insensibilité. Ça, vous en avez déjà un peu parlé. En revanche, à un moment donné, Victoire dit, cette maladie est de ma putain de faute. C'est-à-dire, j'allais dire en plus, vous culpabilisiez ou vous culpabilisez, parce que vous y êtes franchement pour rien. Alors, j'ai culpabilisé beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, oui, c'est ça. Je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai pensé que c'était de ma faute, que j'avais dû faire quelque chose de grave avant ou quoi que ce soit et que j'en subissais les conséquences. C'est aussi un roman du lien, Oui. puisqu'elle se sent très seule et que l'idée, c'est que la solution, c'est les autres. Oui. Alors Victoire, elle a du mal, parce qu'elle a été trahie. Donc elle a du mal à faire confiance. Ça fait écho à votre propre parcours. Vous aviez du mal à faire confiance ? J'ai fait confiance, je fais beaucoup confiance et effectivement, comme beaucoup de personnes, j'ai été trahie. Ah, quand vous faites tout de suite confiance, oui, ça Voilà, marche. c'est ça. C'est douloureux. Et en fait, c'est cette trahison aussi qui m'a permis de me lancer dans l'écriture, de me dire, voilà, au lieu de tout confier aux gens autour de moi, je vais me confier moi-même dans ce que j'écris. Et voilà, c'est un exutoire, c'est la force des liens aussi, parce que quoi qu'il en soit, je reste convaincue que c'est grâce aux autres qu'on peut y arriver, grâce à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Et le lien, pour moi, est primordial, que ce soit dans le livre ou dans la maladie invisible. Alors il y a les liens, entre guillemets, faciles, même si c'est un petit peu compliqué, justement par des histoires de trahison avec Luce, la meilleure amie. Il y a le lien avec la famille Ronce, le père et le fils Ronce. Oui. Non, franchement, hein, Ronce. Oui, c'est... Bon, il y a des murs dans les Ronces, Oui. mais c'est un peu piquant au départ. Il en ressort de belles choses. Il en ressort de belles choses, voilà. Il en faut Mais des il faut aller ronces. les... Voilà, il faut esquiver un petit peu. Ouais. Donc ça, c'est deux personnages masculins qui ont eux aussi leur fardeau. Oui, qui ont eu aussi leur épreuve à porter, etc. Et pourquoi ils en sont arrivés là, on le sait aussi dans le roman, parce que les hommes ont aussi des épreuves à passer. Il y a la peur de ne pas être aimable, la peur de ne pas être aimé. Je n'ai rien à apporter aux autres, si ce n'est les séquelles d'une femme amochée, fragilisée, parvenue au bout du chemin. Oui, parce que Victoire, elle pense qu'elle n'a plus rien à offrir aux autres. Il n'y a pas d'échange, parce que Victoire, elle n'arrive plus à sortir de chez elle. Victoire, elle subit sa vie à cause de cette maladie. Et Victoire va choisir de s'isoler pour trouver enfin la paix, pour enlever son armure et déposer les armes. Bon, on va au minimum vous dire que c'est pas si simple que ça, une fois qu'elle a essayé. Oh oui, non. Comme ça, vous le disiez, il y a plein de rebondissements. Pour terminer, avant de passer au conseil de famille, peut-être quelques conseils. D'abord, peut-être des conseils aux médecins qui est de se former, parce que j'ai lu qu'il avait fallu attendre 2020 pour que l'endométriose entre au programme de la 6e année de médecine en gynécologie obstétrique. Donc vous avez rencontré des médecins, j'imagine, qui ne connaissaient pas grand-chose. Qui n'y connaissaient rien, même ma gynécologue qui me suivait depuis... Même la gynécologue, oui, elle me disait que c'était normal d'avoir des règles douloureuses. Voilà, effectivement, c'est une maladie pas récente, mais dont on parle récemment. Et effectivement, il y a des médecins qui n'y connaissent pas grand-chose et d'autres qui sont spécialisés, par contre. C'est ça. Dans les pistes, l'art-thérapie ? Oui, l'art-thérapie. Par la musique ou par la littérature ? Oui, la musique, la littérature, la méditation, tout ce qui va adoucir l'esprit. Tout ce qui va faire du bien, ça influe sur le corps aussi. Moi, j'ai moi-même testé la réflexologie plantaire et vraiment, ça m'a soulagée énormément, surtout au niveau de la vessie
et puis de l'esprit et de l'être. La musique aussi, non, j'imagine. Il y a La beaucoup de musique dans le aussi, bouquin. La musique je fais par déduction, classique. mais c'est voilà, ça. la musique classique. Les grands airs, Vivaldi et les autres. Et puis l'amour quand même. Et l'amour, ben oui, l'amour qui reste le cœur quand même Ouais. des choses. Hein. S'aimer soi-même et aimer les autres aussi. Donc c'est ça qui est beau, c'est la lumière en fait. L'amour, l'amitié, la famille, c'est toutes ces touches de lumière dans l'obscurité qui font que l'histoire de Victoire et de toutes ces femmes atteintes d'une maladie invisible s'en sortent au final. Et Parce que l'idée, oui, on s'en c'est pas sort. seulement d'exister quelque part au-dessus du ciel, mais en dessous du ciel. Et je cite cette phrase en les regardant, je sais désormais, c'est en regardant ses amis et ceux qu'elle aime, qu'elle dit ça, qu'il faut se lier aux autres pour s'enraciner, grandir, aller de l'avant et exister quelque part en dessous du ciel. Ludivine, merci d'être avec nous. Vous restez, on va aller du côté du conseil de famille de Candy Sanzel. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Brandon. Merci, Emmanuel. Candy Sanzel, conseil de famille. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Fais plaisir à papa ou à maman. Un grand garçon comme toi, ça ne doit pas pleurer. 17 sur 20, peut mieux faire. Voilà des phrases qu'on a pu entendre dans notre enfance. Elles conditionnent inconsciemment nos comportements pendant bien longtemps, ceux de nos enfants aussi. On les appelle, Candice, des drivers ou des messages contraignants. Je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour. Bonjour Candice. Conseil de famille, ravi de vous voir. Les drivers, les messages contraignants, c'est quoi alors? Alors, c'est un concept qui est issu de l'analyse transactionnelle et qui est établi par le psychologue Taibi Keller. En fait, ça veut dire piloter. Un driver, c'est un Exactement, c'est un C'est anglicisme ça. qui veut dire piloter ou conduire. Alors, c'est des messages qui, à force d'être répétés en fait depuis notre enfance par nos enseignants, nos éducateurs ou même surtout nos parents, finissent par piloter finalement inconsciemment nos comportements. Ils nourrissent nos croyances et ils influencent même notre façon de penser. Donc, chacun de nous en possède un ou deux de dominants parmi les 5. Donc, il y a sois fort, fais des efforts, fais plaisir, sois parfait et dépêche-toi. Et finalement, en prenant conscience de nos drivers en tant qu'adultes et de ceux que nous transmettons à nos enfants, eh bien, on va pouvoir aller transformer certains de leurs aspects négatifs en aspects positifs. Est-ce que ça vous dit ? Ben, ça me dit énormément, mais comment les identifier alors ces drivers? Sois fort. Alors, le soi fort, vous savez, c'est cette petite voix intérieure qui vous répète depuis toujours que la vie est un combat, qu'il faut se battre, qu'il faut gagner. Ouais. Et parents, si vous dites ce genre de phrase, arrête de pleurer, affirme-toi, il faut être courageux dans la vie, hein. Arrête d'avoir peur, ne te plains pas pour un rien. Eh bien, welcome. Vous faites partie de ces parents qui transmettent ce bon vieux driver sans le savoir. Et il est fort possible que votre enfant, en fait, s'autorise pas forcément à montrer ses émotions ou ses faiblesses. Donc, pour l'aider, on va remplacer ce driver par un nouveau message, cette fois-ci, qui va être beaucoup plus positif. Et à force de le répéter, il va se reprogrammer. Oh, On va reprogrammer le cerveau peut-être. Oui, exactement. Mais oui, reprogrammons On le va cerveau. reprogrammer le Donc au lieu de cerveau. dire sois fort, on va dire sois faible, mon enfant. Alors, on va plutôt Non, je rigole. utiliser des formules comme « n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin » ou « tu as le droit de trouver ça difficile » ou « tu as toutes les ressources en toi pour y arriver ». Alors on a le driver sois fort avec l'antidote. Il doit être copain avec fais des efforts, sois fort, non? Ouais, Ça marche forcément, ensemble, souvent. ils sont très très copains parce Ouais. que quand on peut, Non, quand on veut. on peut. Alors le fait des efforts, en fait, pense qu'en étant persévérant et en étant déterminé, eh ben, on finit toujours par réussir. Ouais, Alors, c'est pas forcément vrai. non, c'est pas forcément vrai, mais si vous êtes Parent. parent et que vous dites fréquemment « tu n'as aucun mérite, c'était franchement facile » ou « on n'a rien sans rien, ne te contente pas de ce que tu as, donne-toi beaucoup plus de mal », eh bien, il est probable que vous transmettiez ce driver à vos enfants. Conséquences sur l'enfant? Eh bien, le problème, c'est que du coup, l'enfant va certainement avoir l'impression de ne pas faire assez bien et va parfois dévaloriser même ses résultats. Alors, il peut même parfois se compliquer la vie. Faut que ce soit encore difficile. Mais exactement, et donc beaucoup plus méritoire. Ok, les antidotes? Alors, les antidotes, on va lui proposer des phrases comme « ce n'est pas parce que c'est facile que ça n'a pas de valeur » ou « prends du plaisir à faire ce que tu fais ». Alors, prends du plaisir à faire ce que tu fais. Transition parfaite pour parler du fais plaisir aux autres. Alors, lui, il est tout le temps Surtout à ta en mère. quête. C'est clair. Il est tout le temps en quête perpétuelle de reconnaissance et d'amour. Il veut satisfaire, évidemment, tout le monde, tout le temps, quitte à négliger ses propres besoins et ses propres envies. Alors pareil, les petites phrases qui permettent Les d'identifier petites ce phrases. driver. Il faut apprendre à partager, sois gentil, une cuillère pour maman, pense aux autres ou encore, évidemment, le « tu me fais de la peine ». Ok, conséquences. Le classique, un enfant qui entend souvent ces injonctions, en fait, il peut craindre de décevoir et avoir du mal à affirmer sa position et même à dire non. Donc, on va essayer d'accompagner à se recentrer sur ses besoins et s'affirmer et on va proposer des phrases positives du style « fais-toi conscience ».
Écoute tes besoins, tu sais ce qui est bon pour toi. Il y en a 5, il en reste 2. Sois fort, sois parfait, ça me plaît bien, tiens. Ouais, le sois parfait. Hein, maman? Ah, Quand on a ce driver, on pense désolé, qu'on hein, doit... j'envoie des petits messages Mais de temps en temps dans évidemment, votre chronique. spécial dédicace, c'est normal. Quand on a ce driver, on pense qu'on doit toujours être le meilleur, le plus beau, le plus tout, quoi, finalement. Mais le problème, c'est que on a souvent un parent qui est exigeant et perfectionniste, qui utilise des phrases comme « c'est bien, mais c'est pas excellent »,« recommence jusqu'à ce que ce soit parfait ». Ou encore, il faut viser encore plus haut. Et du coup, l'enfant se sent sous pression en permanence. Et il est dans l'insatisfaction également constante. Ça me rappelle le parent hélicoptère, vous avez fait une chronique là-dessus. Exactement, celui qui essaye de tout contrôler dans la vie de son enfant. Le problème, c'est qu'également, il va être trop sensible au jugement des autres et il va avoir une peur de mal faire, voire une peur de l'échec. Alors, Antidote. pour l'encourager, Ouais. on va utiliser ma phrase fétiche qui est « quand on se plante, on pousse ». Oh, Elle est belle celle-là. Hein. Elle est belle. On peut utiliser aussi tu as le droit de te tromper, je t'aime tel que tu es, c'est bien d'avoir fait de ton mieux. Allez, on termine par le dépêche-toi. Le dépêche-toi. D'ailleurs, la fin de l'émission approche. On est un paquet de parents à l'utiliser celui-là, surtout le matin avant d'aller à l'école. C'est sûr que si vous dites grouille-toi, allez hop, 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 tu traînes, on y va, t'es trop lent, allez dépêche-toi. Forcément, vous êtes en plein dedans. En réalité, ces phrases, elles vont augmenter l'anxiété de l'enfant et elles peuvent conduire à de l'agitation et de l'éparpillement ou au contraire un ralentissement du fait qu'on le presse. Antidote. Donc, on va apaiser notre enfant et en lui disant prends tout le temps dont tu as besoin. Génial, on a pris tout le temps dont on avait besoin pour cette chronique, Candice. Ouais, tout à Merci beaucoup. Je me demande quand même, c'est quoi votre driver dominant? Bon, on en parlera la prochaine fois. Parce que là, je prends tout le temps dont j'ai besoin, mais je n'en ai plus. Ok, ça marche. Candice, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation, assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont à force d'aller trop vite et Angèle Jean-Girard. Thibaut, c'est le son. Angèle, la réalisation. Vous restez sur School TV, vous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.